Bonjour à tous, une nouvelle fois c'est pas évident de faire une vidéo débrief, pourquoi? Tout simplement parce que on s'est incliné 4 buts à 2, mais au-delà de ces 4 buts à 2, Saint-Étienne menait tout simplement 2 buts à 0 avant de se faire remonter et de même perdre sur un gros score 4-2. Cette différence de but elle va pouvoir même compter à la fin du championnat, ça rappelle un certain match, celui contre Lorient qui va certainement aussi compter si cela se joue à la différence de but. Mais en tout cas, voilà, une nouvelle fois, les Verts ont montré qu'ils étaient capables du meilleur comme du pire et surtout du pire parce que le match s'est mal terminé. Cette équipe, elle a une force mentale quelquefois, elle la perd totalement et puis là, ça se fait ressentir depuis quelques matchs. On n'a pas réussi à accrocher 2 points contre Nice, même si au départ, bien sûr, perdre contre Nice, c'est pas non plus honteux. Ça peut être normal parce que Nice joue la Coupe d'Europe. Ils avaient envie tout simplement de faire un bon match après ce qu'ils ont fait en Coupe de France. Mais c'est la manière. On gagne 2-0, on maîtrise complètement Nice en première mi-temps et on perd sur le score de 4-2. Donc voilà, j'ai préféré attendre un peu avant de faire cette vidéo débrief, histoire de prendre quelques notes, de ne pas faire ça à chaud et de vraiment dire n'importe quoi, parce que je pense que comme tout le monde, j'étais vraiment énervé hier. Donc j'ai attendu un peu, j'ai été faire mon petit entraînement de vélo ce matin, m'aérer un peu quelques heures, ça fait du bien. Là, on va pouvoir parler de ce match tout simplement, donc on va le résumer. Ensuite, on va parler de Pascal Duprat, de Paul Bernardoni. On va faire un petit peu une revue sur tout le monde. Et puis, je veux quand même parler de quelque chose de positif. Le retour de Seydou Sow, très très bon retour. Et on va parler un petit peu de Denis Bouanga aussi. Et pour finir, on va s'intéresser à cette fin de championnat parce que non, Saint-Étienne ne sera peut-être même pas forcément barragiste à la fin. Parce que quand on voit notre dynamique actuelle, et puis Metz qui a gagné contre Lyon et qui se rapproche à 3 points et qui a même une meilleure différence de but, et franchement, on n'est même pas sûr de jouer ces barrages en fin de championnat. Donc voilà, je vous propose de commencer cette vidéo débrief maintenant. C'est parti! Donc tout d'abord, pour résumer un petit peu ce match, qu'est-ce qui s'est passé en première période? Un 5-4-1 aligné par Pascal Duprat, on reviendra tout à l'heure sur ses choix tactiques. Mais c'était un petit peu la même technique que contre Rennes. Il fallait un peu les attendre et ensuite ressortir pour procéder en contre. On a été meilleur que contre Rennes, j'ai trouvé, parce que on a réussi à avoir des occasions, surtout à mettre le pied sur le ballon et à construire nos occasions en première période. Saint-Étienne a vraiment fait une première période très très bonne. On a mis le pied sur le ballon, on a construit des occasions. Franchement, on a été très bon, c'est trouvé dans des petits espaces. Ça combinait bien, on avançait jusqu'au but niçois et on a même marqué à la 10e minute un superbe mouvement. Riyad Boudbouz qui trouve Masson qui centre et qui va donc mettre le ballon sur Denis Bouanga qui marque tel un neuf, tel un renard des surfaces. On parlera de Crivelli d'ailleurs après. Et Denis Bouanga qui permet donc au Vert d'ouvrir le score et ça me permet de faire une parenthèse un petit peu une nouvelle fois sur l'arbitrage parce que ce temps pour valider le but, encore 2 minutes au moins pour valider ce but de Denis Bouanga, même si le hors-jeu c'était un peu compliqué à voir, mais franchement ça tue tout de mettre autant de temps pour valider un but. On a eu la même chose après que Nice ait cru revenir à 2 buts à 1 en fin de première période. Finalement, ce but a été refusé par le VAR. Non, ils étaient même revenus à 1-1 parce que Seydou Youssouf n'avait pas encore marqué. Mais ce but, il était hors jeu. Ça a mis très longtemps à être validé alors que ça se voyait comme le nez au milieu de la figure que Delors était parti hors jeu. Mais voilà, les Verts qui vont mener à 0 puis 2-0 avec Seydou Youssouf une nouvelle fois. C'est un très très bon mouvement déjà initié par Denis Bouanga qui remonte tout le terrain. Une superbe action avec Riyad Boudbouz qui va centrer sur Seydou Youssouf et qui attend, qui reprend superbement le ballon de volée. Ça fait 2-0 pour Saint-Étienne. Voilà, la première mi-temps, elle était parfaite. Dans les 20 premières minutes, on a eu pas mal le pied sur le ballon. Après, ce que je peux reprocher un peu, c'est que à la fin de la première mi-temps, même en deuxième partie de la première mi-temps, entre la 25 et la 45e, on a trop laissé le ballon à Nice, alors que je pense qu'on aurait pu plus tuer ce match. On aurait pu marquer un but avant. Il y a même eu une faute sur Gabriel Silva, Denis Bouanga qui part seul au but, et ça me permet de revenir sur l'arbitrage encore parce que l'avantage n'a pas été laissé, mais on peut pas en vouloir à l'arbitrage bien sûr sur ce match, parce qu'il n'a pas du tout été défavorable envers nous, mis à part sur cette action de Denis Bouanga. On s'est bien sabordé tout seul en deuxième mi-temps. Voilà, en tout cas, en première mi-temps, qu'est-ce que j'ai marqué? Donc, on se crée des occasions construites avec Bouanga, Nordin également, qui joue avec Bouanga et dans la surface, on aurait pu avoir un penalty, mais il n'y avait pas du tout faute, là, pour le coup. Le penalty n'aurait pas du tout été juste. Et il y a cette tête de Mangala également qui passe au-dessus, superbe centre du pied gauche
de Denis Bouanga. Donc là, on a eu vraiment des belles occasions. Quand on regarde la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est totalement à l'opposé. On se demande comment ce match a pu nous échapper. Ensuite, on a ce but niçois qui est marqué sur hors-jeu. Il va y avoir des duels, ce que j'ai relevé aussi en première mi-temps, qui vont être perdus dans la surface, notamment par Moukoudi, par Mangala également. Tous ces duels-là, on va en perdre quelques-uns et c'est souvent Andy Delors qui va prendre le dessus en première mi-temps. On voit que voilà, ça peut être vite friable et si Nice se met à accélérer, ça peut être dangereux pour nous. Et puis on l'a vu en deuxième période parce qu'on en a pris 4 contre Nice. Et après 4 contre Nice, c'est énorme hein, parce que Nice, en ce moment, comme je l'ai dit dans l'avant-match, c'est pas du tout la meilleure attaque du championnat. C'est la meilleure défense, on leur a mis 2, donc c'est déjà bien. Mais au niveau de l'attaque, Nice, c'est pas ça et on leur a donné pleinement confiance. Ils en ont mis 4, ça faisait longtemps qu'ils n'en avaient pas mis plus de 2 même. Et là, ils en mettent une belle quantité. Donc voilà, il va y avoir des duels qui vont être perdus par Mangala, Moukoudi. Et puis il va y avoir aussi des passes en retrait. C'est pareil, c'est très très dangereux. Je pense à Riyad Boudbouz, souvent il mettait des ballons en retrait, ça nous a valu quelques pertes de balles. Il n'a pas fait un mauvais match, Riyad Boudbouz, mais il n'a pas non plus fait un match exceptionnel parce que on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, moi je suis un petit peu plus sceptique que certains sur la performance de Riyad Boudbouz parce que je l'ai pas trouvé très 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 bon. Il y en a beaucoup, ils vont retenir que ces 2 actions sur les buts parce que finalement, il est passeur décisif et avant-dernier passeur. Mais si on regarde l'ensemble du match, Riyad Boudbouz, pour moi, ce n'est pas totalement ça. Donc voilà, ces passes dangereuses, il y a même Masson qui en a fait dans l'axe. Et puis les meilleurs en première période, bah, c'était Bouanga et So. C'est tout simplement le show Bouanga, le So Bouanga. Là, c'était vraiment une très très belle période de ces 2 joueurs. Mais ça, on en reparlera plus à la fin du débrief. Donc en tout cas, voilà pour cette première période qui était globalement très bien maîtrisée par les Verts. 2-0 à la mi-temps. Nice qui ne s'est pas créé véritablement d'occasion. Paul Bernardoni qui n'a rien eu à faire. Et Saint-Etienne qui en a eu quelques-unes et qui les a véritablement bien exploitées. Et ensuite, on va passer tout simplement à la pire période du match. C'est la deuxième mi-temps. Les Verts qui vont totalement reculer. Ce pressing, il n'est plus initié comme il l'était en première période, notamment par Riyad Boudbouz, mais même l'ensemble. On voyait en deuxième mi-temps, ça m'a choqué quand même, c'est Mady Camara qui sort de ce milieu de terrain et qui se met très souvent en position d'avant-centre. Même avant le but niçois, c'était lui qui pressait très très haut. Il n'y avait personne qui faisait ce travail. Et Nice qui prenait petit à petit de la confiance. Et forcément, tout le monde le sentait venir ce scénario, je pense. On le paye cash. 3 buts niçois en 9 minutes. Le premier, c'est tout simplement Melvin Bard qui va marquer un magnifique but. Tout simplement, ce ballon, on ne sait même pas comment il peut passer, mais Paul Bernardoni, il est fautif dessus, hein, le temps qu'il met pour lever les bras, il doit l'avoir, mais en tout cas, ce mouvement, il est magnifique, il dépasse totalement Moukoudi, il parvient à marquer. Le deuxième but, Andy Delors, un coup franc direct, c'est toujours bien un coup franc direct, mais quand on regarde déjà le placement du mur, et puis Paul Bernardoni, il voit vraiment Andy Delors, même si les Niçois se retirent au dernier moment, il voit tout, le ballon lui arrive dessus et il n'arrive même pas à l'arrêter. Ok, il a une trajectoire un peu flottante, mais non, elle est au milieu des cages, Paul Bernardoni, il doit faire mieux, il est obligé d'arrêter ce ballon. Donc pour moi, ce but, il est totalement pour Paul Bernardoni. Le troisième but, bon, c'est un petit peu plus compliqué. C'est Gabriel Silva qui se fait déborder sur son côté. Et puis c'est Justine Kluivert qui va faire un centre à Andy Delors qui va tromper tout de suite Paul Bernardoni. Et puis Nice a pris clairement les devants, 3-2. Et alors qu'on menait 2-0 à la mi-temps. Mais franchement, mais comment ça peut encore arriver un tel scénario? Je comprends pas. J'ai cru qu'on était le PSG contre le Real Madrid. On perd 2-1, ça y est. C'est comme si on avait perdu le match. On les laisse revenir, 3-2. Et puis il y aura même 4-2 un petit peu plus tard. Parce que Saint-Etienne va encore ne pas réussir à mettre le pied sur le ballon. Même si en fin de deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux, mais ça ne servait pas à grand-chose. Il y avait déjà 4-2, Nice était tranquille. Franchement, non mais je suis vraiment déçu par ce qu'on a pu voir dans cette deuxième mi-temps. On recule, alors que pourquoi on n'a pas joué comme en première période? En première période, ça a fonctionné. Et là, on recule totalement. C'était les mêmes joueurs hein, sur le terrain. Parce que Pascal Duprat, on va en reparler après. Mais le temps qu'il a mis pour faire les changements alors qu'il voyait que ça n'allait pas, il a quand même attendu qu'il y ait 3-2 pour faire ses premiers changements. Hein. À 2-1, on voyait déjà qu'il fallait réagir. À 2-2, encore plus. Mais c'est à 3-2 qu'il a décidé de faire ses changements. C'est totalement hallucinant ce que Pascal Duprat a fait comme coaching. Là, coaching zéro de la part de Duprat. Donc voilà, on a vu ce scénario qui était prévisible de la part de Nice. Saint-Etienne qui ne va pas avoir énormément d'occasions. Il va y avoir des entrées, des très bonnes entrées, notamment celle de Romain Mouma qui nous a fait du bien. Il va délivrer un super ballon pour Crivelli qui est entré aussi. Et Crivelli, c'était sur cette numéro 9, notre renard de surface. Il la met totalement au-dessus, mais en même temps Crivelli, comme je l'avais dit, je sais plus si j'avais dit dans l'avant-match, mais j'avais dit à quelqu'un sur Instagram,
il le met totalement au-dessus, mais Crivelli, il n'a pas cette confiance. Ça fait longtemps qu'il ne joue pas, il ne connaît pas ses coéquipiers. Euh, on sait qu'il reste 3 matchs et 3 finales. Il a pas dans sa tête, il est pas comme les autres, j'ai envie de dire, parce que il n'a pas joué avec ses coéquipiers, il ne sait pas vraiment comment agir. Donc forcément, pour Crivelli, c'est compliqué d'être tout de suite mis en confiance quand on arrive surtout dans une équipe comme ça qui est dans le plein doute, qui sort de pas mal de défaites consécutives. Donc mettre un joueur comme ça qui n'a pas le rythme, pas l'intensité, je pense que maintenant c'est trop tard pour Crivelli. Il aurait fallu le faire jouer avant, dans les 3 derniers matchs, alors qu'en plus il n'avait presque pas joué en début de saison. On peut pas faire jouer ce genre de joueur. Pour moi, c'est beaucoup trop tard maintenant. Et puis on l'a vu sur ce match, hein. Le temps qu'il retrouve de la confiance, la Ligue 1 sera finie. Il reste plus que 2 matchs, la 37e et la 38e journée. Donc voilà pour ce résumé global du match. Donc en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui a changé? C'est tout simplement qu'on a reculé. On a eu peur, on a plus pressé. Et Nice, petit à petit, qui a pris confiance. Mais Nice n'a pas non plus été flamboyant, tranchant. Mais ça suffit parce que on leur a offert ses buts, tout simplement. On n'a pas su tenir un score, comme on l'a fait contre Lorient. Et ça, c'est une véritable faute professionnelle parce qu'en plus, c'est pas la première fois que ça arrive. Et ces points, c'est des points qui vont nous coûter pour le maintien. On était revenu à hauteur de Lorient. Et là, on redescend quasiment à hauteur de Metz qui a 3 points de retard sur nous. Mais Metz, qui était presque condamné à la Ligue 2, s'est totalement relancé à cause de nous. Là, si on gagnait, on était quasiment assuré d'être barragiste. C'est quand même affolant de faire ce genre de match. Franchement, je comprends pas. Et ça m'a vraiment énervé. Et puis je pense que tout le monde était complètement énervé après cette rencontre. Donc maintenant, on va ouvrir le deuxième dossier. C'est le dossier Pascal Duprat, Paul Bernardoni, Mangala, Moukoudi. Un peu le dossier de tous les joueurs stéphanois qui ont fait une contre-performance. Donc bien sûr, j'ai envie de commencer par Pascal Duprat. On va déjà parler de sa composition, 5-4-1, donc assez classique, assez logique, quand on voit le match contre Rennes. Alors, déjà, au cash, Paul Bernardoni. Bon, moi, vous savez que ça fait très longtemps que je veux voir Étienne Green, même si dans mes avant-matchs, je dis tout le temps Paul Bernardoni, mais c'est parce que je sais très bien que Pascal Duprat ne le mettra pas, parce que il ne veut pas avouer que c'était un tort, je pense, de faire jouer Paul Bernardoni. Donc, j'aurais préféré Étienne Green. Ensuite, en défense, alors, il y a des bonnes choses. Déjà, le retour de Seydou Sow. C'est super, Seydou Sow, il est de retour. Il a fait un match excellent, Seydou Sow. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi Pascal Duprat, il y a quelques semaines, nous disait « Ouais, mais Seydou Sow, de toute façon, si vous voyez son niveau avec la réserve, c'est même compliqué pour lui. » Non mais attendez, quand on voit son match hier, il est 10 fois meilleur que les autres. Il y a 2 semaines, il n'était pas à un niveau exécrable, c'est impossible. Surtout quand on voit la prestation des autres défenseurs de Saint-Etienne, je vois pas comment Seydou Sow pouvait perdre sa place. Ça fait des mois qu'il n'a pas joué, il aurait vraiment dû rejouer avant. Surtout quand on voit son match, bon sang. Je comprends pas je sais pas ce qu'il voit à l'entraînement, Pascal Duprat, mais en tout cas, ce que j'ai vu en match, c'est que Seydou Sow, il était excellent, ça on va en reparler tout à l'heure. Mais c'est bien de le mettre Seydou Sow, mais qu'est-ce qu'il fait? Il enlève notre meilleur défenseur, Michael Nadé. Oh, oui, sinon c'est trop beau. Comme ça, on a une défense Sow, Mangala, Moukoudi, et puis on n'a pas Nadé, c'est notre meilleur défenseur. Vous allez me dire, oui, mais il a un carton jaune, Nadé. S'il se reprend un carton jaune, il est suspendu pour le barrage. Mais là, on se prive de Nadé pendant 90 minutes. Donc qu'il soit suspendu pour le barrage ou qu'il soit pas là, dans tous les cas, Michael Nadé, il loupe une partie. Donc là, ça veut dire que Pascal Duprat, il part dans sa tête avec le fait que on jouera le barrage. C'est sûr qu'on jouera le barrage. Alors qu'avant avant ce match, si on gagne, comme j'ai dit, on revient à hauteur de Lorient. Et du coup, on est potentiellement plus barragiste si on met un gros score à Rennes, à Nice, ou même si Lorient fait un faux pas et puis qu'on continue, nous. Donc on n'est pas forcément barragiste, mais pour moi, s'il ne met pas Nadé dans sa tête en se disant que si on joue un barrage, il n'est pas là, c'est tout simplement qu'il pense qu'on va jouer un barrage. Surtout que c'est pas forcément obligé que Michael Nadé se prenne un carton jaune, hein. Il peut très bien aussi jouer tous les autres matchs derrière sans problème. Il n'est pas obligé de le prendre, ce carton. Donc voilà, je comprends pas. Et surtout que là, il va peut-être jouer contre Reims samedi. Et s'il se prend un carton jaune, c'est pareil, il loupera le barrage. Et en plus, il aura loupé le match contre Nice. Donc je comprends pas du tout la logique de Pascal Duprat, parce qu'au lieu de le faire rater potentiellement 0 minutes s'il prend pas un carton jaune, on vous fait rater 90 minutes et peut-être 180 minutes s'il prend le carton jaune, et sachant que s'il aurait joué, on n'aurait peut-être pas perdu contre Nice. On aurait peut-être perdu, hein, je dis pas le contraire, mais c'est notre meilleur élément défensif et on s'en prive. Attendez, si on avait la charnière Seydou Sow Nadé sur ce match, déjà, je pense que ça aurait été bien meilleur. Et puis si on arrive à garder Falaï Sako la saison prochaine, là je pense qu'on aura
une belle défense, mais en tout cas ça s'est pas fait parce que si on va en Ligue 2, hein, je suis pas sûr que ces trois-là ils restent, notamment Falaï Sako qui va certainement nous coûter cher. Donc voilà, là j'ai pas compris déjà cette logique-là. Donc Mangala, Moukoudi qui sont toujours sur le terrain, alors que bon j'ai plus envie de clasher un peu Mangala parce que Mangala, attendez, il fait que des erreurs. Le mec il était censé nous apporter de la sérénité et puis il nous en apporte pas du tout. À chaque fois, il perd tous ses duels. C'est quoi? C'est sur le deuxième but ou le troisième but, c'est lui qui perd son duel aussi hein, contre l'attaquant niçois. Et puis ce carton jaune, son traditionnel carton jaune. À chaque match, il prend un carton jaune. Et bah forcément, Simon de Gala, je pense qu'il ne prend pas un carton jaune dans son match. Je pense que son match, il n'est pas réussi. Hein. Parce que là, il a encore pris un carton jaune totalement bête. Je pense qu'il faudrait lui enlever ses bras. Hein, parce qu'à chaque fois, il ceinture les joueurs. Il les prend alors que là, il joue pas le ballon. Le carton jaune est totalement mérité. Je vois pas comment on peut faire ce genre de faute quand on est censé avoir l'expérience de Mangala. Donc voilà, encore une fois, il a raté son match. Et il est encore sous la menace. Hein. S'il prend un carton jaune, il ne pourra pas jouer s'il y a un barrage. Et puis, s'il y a un barrage, de toute façon, je vois mal Saint-Etienne finir 17ème. Donc à mon avis, c'est soit il y a un barrage, soit on descend directement en Ligue 2. C'est pareil, on y reviendra tout à l'heure, ça. Mais voilà, en tout cas, Mangala, il a encore totalement raté son match, même s'il avait plutôt bien démarré. Mais bon, il a perdu pas mal de duels hein, quand même aériens dans la surface contre Delors. Ensuite, côté droit, Masson. Masson, je l'aime bien, c'est un battant, c'est un guerrier. Mais le problème, c'est que Masson, depuis quelques temps, il a plus le niveau, tout simplement, depuis qu'il est revenu de sa blessure. On n'avait déjà pas de certitude sur son niveau au départ. Parce que il jouait côté gauche avant qu'il se blesse en 2020. Il a joué quoi? Un mois et demi, il a été bon, super. Et puis là, depuis, il est pas bon. Il joue à droite. Et puis ce qui l'aidait, c'est sa vitesse. Il a perdu toute sa pointe de vitesse, hein, parce que forcément il a perdu beaucoup de force musculaire depuis sa blessure, il n'a pas marché, pas couru depuis longtemps, et puis voilà, le temps qu'il reprenne en volume musculaire, ça va être long, et puis du coup c'est sa vitesse qui l'aidait, parce qu'il était souvent à la rue aussi en défense, hein, mais il revenait parce qu'il court vite, et là voilà, ça lui fait défaut. Offensivement il est pas trop mauvais au niveau de ses centres non plus, mais pourquoi ne pas mettre Tube comme je l'avais dit? Tube, c'était un de nos meilleurs joueurs. Quand il était là, ça allait bien, parce qu'on parle de Sako, mais il y avait aussi Tube. Hein. Quand Tube était là, Saint-Etienne arrivait à faire de bons matchs. Donc je pense qu'on aurait dû remettre Tube, parce qu'il s'est reposé. J'étais pour qu'il se repose. Maintenant, c'est bon, il y a eu 10 jours. En plus, il s'est reposé. On aurait pu l'aligner, il l'a fait rentrer en deuxième période. Donc je pense qu'on aurait pu le mettre avant. Pareil pour Gabriel Silva à gauche. Pourquoi ne pas mettre Miguel Trauco? Silva, c'est pareil, c'est un joueur qui est... Franchement, il a une mentalité très très bonne, il lâche rien, mais il a pas le niveau. On a Trauco qui était très bon, puis on le fait même pas jouer. Offensivement, il délivre des galettes. Quand il fait des centres, je comprends pas qu'il rentre même pas en deuxième mi-temps. Non, mais il y a des choix, franchement, c'est incompréhensible. Hein. Le milieu de terrain, j'ai rien à dire parce que Youssouf Kamara, on pouvait pas faire mieux. Et ensuite, à droite, Bouanga, Nordin, et puis Boudbouz en pointe, en faux neuf. Nordin, voilà, moi je l'avais mis aussi dans ma compo parce que de toute façon je voyais pas qui d'autre on pouvait mettre. Amouma pour moi il doit rentrer en deuxième mi-temps. Bonga c'est notre meilleur joueur, donc c'est normal. Puis Boudbouz, moi j'aurais mis Aouchiche hein, parce qu'il a fait un très bon match contre Rennes. Pourquoi ne pas le récompenser, ne pas continuer, sachant que Boudbouz, on a vu, hein, il ralentit le jeu, même si là il a pas fait trop de touches de balle hein, pour une fois, donc ça a été pas trop mal au niveau de ça. Mais il y a eu des passes en retrait. Sur les deux buts, c'est lui qui nous aide, hein, c'est vrai. Mais sinon, au bout de bout, le pressing, il l'a pas assez fait, notamment en deuxième mi-temps. Et ça nous a coûté des buts aussi. Hein. Quand on a reculé, c'est parce que Riyad Boudbouz aussi, il pressait beaucoup, beaucoup moins. Il faisait moins les efforts. Et puis ça, voilà, ça nous a coûté ces buts-là. Et depuis beaucoup de matchs, il n'était plus au niveau. Je comprends pas pourquoi qu'on pense pas au Chiche, qui a fait quand même une plutôt pas mauvaise entrée. Donc voilà, en tout cas, pour ces choix-là au niveau de la composition, qu'est-ce que j'ai noté également? Alors, donc, Trauco, Masson. Ah oui, en conférence de presse, il nous parle des expected goals. Si on regarde les expected goals, on est devant, mais on s'en fiche. C'est pas les expected goals qui font gagner un match. C'est quoi ces excuses? C'est le score qui est à la fin du match. On en a rien à faire que devant. On est devant. Tout ce que je vois, c'est que Nice nous en a mis 4. Ils ont été plus réalistes que nous. On a reculé et ils ont réussi à marquer des buts. Non, mais franchement, c'est quoi ces excuses? C'est comme l'excuse, on avait 12 points quand je suis arrivé et là, on en a gagné 19. Bah, c'est bien, c'est super. On est toujours barragiste. On en a gagné 19, mais là, ça fait 3 matchs. On n'a pas gagné un point, on n'avance plus. Et notre dynamique, je vois très bien qu'elle est en train de baisser. Donc, faut arrêter un petit peu de trouver des excuses. Surtout qu'en arrivant, il disait que Pascal Duprat qu'il n'allait pas taper sur Puel parce que ces 12 points, ils allaient nous servir à la fin. Et là, il est en train de dire, je vous rappelle qu'on avait 12 points, comme s'il allumait un peu Claude Puel pour se mettre en avant. Donc, il faudra un petit peu qu'il se remette en question, surtout au niveau de ses changements. Parce que comme je l'ai dit, attendre qu'il y ait 3-2 pour faire des changements, ça, c'est pas normal. Hein. Parce qu'il attend le but de Delors pour faire rentrer. Donc le but de Delors, il survient à la 62e.
Les entrées, c'est Crivelli qui entre à la 64e à la place de Nordin. Nordin qui n'a pas touché un ballon du match. Il sait juste courir quand il est sur le terrain, Nordin, d'entrée de jeu. Il n'a rien fait, tout venait du côté de Bouanga, tout venait de Masson en première mi-temps, avec Silva, Nordin qui permutait de temps en temps avec Bouanga. On ne savait plus qui était trop à droite ou qui était à gauche. Mais voilà, il y a Nordin qui sort, Crivelli qui rentre. Et puis, le changement, Boudbouz qui sort à la 64e minute pour faire entrer Adil Aouchiche. Ce changement, il aurait dû intervenir bien avant. Et il enchaîne ensuite. Youssouf qui a fait un très bon match sort à la 73e. Sada Thioub va entrer à la 74e à la place de Masson. Et c'est Mouefek donc qui va remplacer Youssouf. Et puis Amouma, pourquoi le faire rentrer à la 88e minute? Bizarrement, il y a un 4-2 pour Rennes. Là, il se dit, je vais faire rentrer Amouma. Amouma, il aurait fallu le faire rentrer à la 60e, je suis désolé. Quand il y avait 3-2, c'était à ce moment-là qu'il fallait faire rentrer Amouma. Le faire rentrer à 10 minutes de la fin, ça sert complètement à rien. Surtout quand il y a 4 buts à 2. Là, encore une fois, c'est très, très, très nul de la part de Pascal Duprat d'attendre la 81e minute pour faire ce changement. Donc voilà, en tout cas, pour son coaching qui était totalement cataclysmique, totalement nul durant ce match. Une nouvelle fois, Pascal Duprat a montré qu'il ne savait tout simplement pas faire du coaching. Il n'avait pas de tactique particulière dans ce match. Je pense qu'il a essayé de faire rentrer tout le monde en deuxième mi-temps pour essayer de marquer, pour se dire allez, puis on va prier pour que ça passe. Mais en tout cas, voilà. On disait que Pascal Duprat, c'était un meneur d'hommes. Je pense que là, ce n'est plus trop le cas parce que la force mentale, Saint-Étienne l'a perdu. J'espère que les joueurs ne sont pas en train de lâcher le coach. Je critique beaucoup Pascal Duprat, mais on peut aussi critiquer les joueurs parce que c'était eux qui étaient sur le terrain. Et en deuxième mi-temps, ils se sont clairement un petit peu fait dessus. Parce que franchement, on ne doit pas perdre 3-2 quand on gagne 2-0 contre une équipe qui n'arrive pas à marquer plus de 1-2 buts par match. Donc franchement, je suis franchement énervé après ce match, même là pendant le débrief, alors que ça fait quelques heures que ce match est fini maintenant, c'est 15 heures. Non mais franchement, j'arrive même pas à réaliser comment ce scénario a encore pu se produire. On avait condamné quasiment Bordeaux à la Ligue 2, et maintenant Bordeaux revient à la course. Bien sûr, si on gagne et puis que Bordeaux perd, c'est encore fait, mais encore faudra-t-il battre Reims dans un stade qui sera à huis clos, qui va encore pas nous aider. Pareil, prendre cette décision à 2 jours du match, c'est totalement inadmissible. Donc voilà pour le cas Pascal Duprat. Si on parle de Paul Bernardoni, bon, ça fait des matchs et des matchs qu'il n'est plus dedans. À chaque fois, il fait des boulettes. Dans ses sorties aériennes, il est très très hasardeux. Là, il n'en a pas eu beaucoup à faire. Mais même sur sa ligne, maintenant, il devient vraiment moins bon. Il ne sait plus comment mettre ses mains. On voit qu'il n'a plus de confiance. Paul Bernardoni, c'est un bon gars, Paul Bernardoni. On voit dans ses interviews, c'est quelqu'un qui est super. Mais malheureusement, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il a un meilleur niveau qu'Etienne Green et que de l'avoir recruté, c'est une bonne chose. Je l'avais déjà dit dans mes vidéos précédentes, au Mercato au mois de décembre, que ça ne servait à rien de recruter un gardien, qu'il fallait mieux recruter un autre joueur. Et là, je pense que ça le prouve. Ok, il nous a sauvé contre Brest, mais est-ce que Etienne Green, il l'aurait pas fait cette parade aussi contre Brest? Il en aurait fait des autres aussi, Etienne Green. Le coup franc, là, je suis pas sûr qu'il l'aurait pris. Ok, Green, il en a fait des erreurs, mais c'est un jeune gardien qui apprend. Je préfère voir Green faire quelques erreurs que voir Paul Bernardoni en faire à chaque match. Surtout que je pense pas qu'il soit vraiment utile et qu'il rassure. Depuis qu'il n'y a plus Sakho, de toute façon, c'est simple, il est beaucoup moins bon. Je pense que Sakho, il rassurait un petit peu tout le monde. C'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. On le voit, tout comme quand Sada Thioub était sur le terrain. Même si Sada Thioub, c'est pas un joueur d'une qualité exceptionnelle, mais c'est un joueur qui se bat, qui faisait des bons centres aussi. Et même techniquement, il n'était pas mauvais. Donc voilà, je pense que c'est depuis l'absence de Falaï Sakho, surtout, que Saint-Étienne ne va plus. Donc voilà, en tout cas, pour ce que je voulais dire, on a pris 4 buts contre Nice, donc c'est franchement pas bon. Donc voilà, j'ai tout dit pour le cas Pascal Duprat, j'avais rien noté de plus. Si vous avez d'autres choses à dire dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire. On va quand même parler un petit peu de positif, parce que j'ai envie de terminer cette vidéo. Débrief par du positif. Elle va être un peu longue cette vidéo, mais c'est pas grave, parce qu'il y avait des choses à dire. Donc tout d'abord, Seydou Sow, un retour exceptionnel. Je ne sais pas combien d'interceptions il a fait, Seydou Sow, lui qui était posté axe droit de cette défense. Mais il m'a fait penser un peu à Falaï Sakho, il a fait un nombre d'interceptions incroyable. Techniquement, c'était pas mauvais, Seydou Sow. Les duels, il en a gagné, mais il en a gagné. Mais même en vitesse, il était pas mauvais. Il est revenu sur les attaquants niçois durant cette rencontre. Franchement, il a bien muselé sur ce côté droit tout le monde. Seydou Sow, ça a été la bonne prestation de ce match. Et comme je disais tout à l'heure, je comprends pas pourquoi il n'est pas revenu plus tôt. C'est tout. J'espère qu'au prochain match, samedi, on a intérêt à voir Seydou Sow aligné avec Nadé. Et pourquoi pas Falaï Sakho s'il est de retour. Et s'il n'est pas de retour, il va falloir convoquer le petit Bakayoko. Parce que Bakayoko,
il était super bon et on l'enlève comme ça. Ça, je comprends pas non plus. Je veux voir une défense Swanade, Swanade, Sako et Bakayoko, Swanade, So et Bakayoko. Hein. Mais Mangala et Mukudi, c'est terminé. Ils n'y arrivent pas. Surtout Mangala, c'est catastrophique. Hein. Franchement, non mais Sayuso, vraiment, je suis très très content de son match. Je crois qu'au bout de 15 secondes de jeu, j'ai eu un petit peu peur parce qu'il a fait une première relance dans l'axe qui n'a pas été bonne. Mais sinon, Sayuso, un match très 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 solide. Donc franchement, bravo à Sayuso. S'il y a un joueur sur lequel j'ai pas envie de taper, c'est Sayuso. Et s'il y en a un autre, c'est Denis Bouanga. Parce que Denis Bouanga, c'est notre meilleur élément offensif, hein, tout simplement. Depuis des matchs et des matchs, on le voit, il marque à chaque fois. Le pauvre Denis Bouanga, il doit se demander ce qu'il fait avec des joueurs pareils, hein, parce que il se construit les actions tout seul, il marque des buts. Non, franchement, Denis Bouanga, il se bat et on peut rien lui reprocher encore une nouvelle fois sur ce match. Donc félicitations à Denis Bouanga, faut continuer comme ça. Tu seras plus là l'année prochaine, je le sais très bien. De toute façon, il y en a beaucoup qui vont partir l'année prochaine, c'est sûr. On va être obligé de reconstruire avec que des jeunes et faudra faire un bon mercato, faudra vendre le club. De toute façon, c'est obligatoire de le vendre ce club. Parce que si on le vend pas, on recrutera personne. De toute façon, on n'a pas d'argent pour recruter. Et si on recrute pas, bah, même en Ligue 2, on va galérer. Parce qu'en Ligue 2, c'est sûr qu'on remonte pas comme ça. C'est pas facile de remonter de la Ligue 2. Hein. Il y en a beaucoup qui échouent. Hein. Auxerre est en train de galérer en ce moment. J'espère franchement qu'on n'aura pas un barrage contre Auxerre. Mais à mon avis, ça va être ça. Et contre Auxerre, on est foutu. Hein, parce qu'ils sont très 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 bons. Hein. Quand on regarde leurs matchs, je regarde leurs matchs à Auxerre. Hein. Ils font des super prestations. Ils se trouvent dans des petits espaces, ça file vite au but, et puis il y a des bons attaquants devant. Non, franchement, Auxerre, on va galérer contre eux. Et puis, ouais, là, il y a des attaquants comme Charbonnier, c'est très très bon, et même leur gardien de Nova de Léon, c'est un très bon gardien. Donc si on affronte Auxerre et même Ajaccio, franchement, on va vraiment galérer. Donc c'est même pas sûr de rester en Ligue 1, parce que, et puis d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on joue les barrages, on va en reparler juste après là. Mais voilà, en tout cas, le match de Saint-Etienne, il n'a pas été bon en deuxième période, mais il y a quand même des joueurs qui se sont illustrés, notamment Bonga, pardon, et également Sayuso. Et puis même Kamara Youssou, ça n'a pas été mauvais, mais voilà, en tout cas, c'est une cruelle défaite de la part de Saint-Etienne, une défaite qui n'aurait jamais dû avoir lieu. On va donc parler tout de suite des prochains matchs qui arrivent, du calendrier de Saint-Etienne et de nos concurrents directs, parce que je vais faire une petite partie là-dessus. Mais il y aura aussi un match qui va arriver contre Reims samedi, donc je vais parler très très vite fait, parce qu'on est déjà à 27 minutes de vidéo en plus. Donc je vais en parler assez rapidement. Il y aura l'avant-match contre Reims qui sortira demain, il faudra que je prépare ça. Donc en tout cas, voilà, on va passer à la dernière partie de cette vidéo. On va parler tout simplement de cette lutte infernale pour le maintien. Donc vous le saviez tous avant ce match, si Saint-Etienne gagnait, Saint-Etienne était quasiment assuré de jouer les barrages, c'était bien parti, on gagnait 2-0. Bordeaux était condamné à aller à Ligue 2, on revenait sur Lorient. Bref, ce match, il avait énormément d'enjeux pour Nice parce qu'il pouvait monter il pouvait prétendre à la Coupe d'Europe et puis là, ils l'ont bien fait. Et puis pour Saint-Etienne parce qu'il y avait ce maintien. Donc Saint-Etienne compte toujours 31 points, ça fait un moment qu'on a 31 points. Et derrière, du coup, c'est revenu parce qu'on va regarder derrière. Il y a Metz qui a 28 points, les Messins qui ont battu Lyon 3-2 en toute fin de match. Donc ils ont 28 points. Ils ont une meilleure différence de but que nous parce que je les ai notés, vous allez les voir, moins 30 de différence de but pour Metz. Donc s'ils gagnent samedi et que nous, on perd samedi, Saint-Etienne sera donc 19e. Donc 19e, c'est directement la Ligue 2. Metz qui affronte Angers. Donc Angers, c'est une équipe qui a assuré son maintien. Pourquoi? Parce que Saint-Etienne a perdu contre Nice. Donc ils sont officiellement maintenus. Ils ne font plus partie de cette lutte pour le maintien. Donc Angers qui n'a plus vraiment d'enjeu. Si Metz bat, Metz qui est en pleine confiance, parce qu'on a vu qu'ils ont réussi à battre Lyon 3-2, ben je pense qu'ils sont capables donc d'aller battre Angers. Et c'est même à domicile, c'est chez eux, encore une nouvelle fois, contre Angers. Donc Metz est capable de les battre. Et Saint-Etienne, du coup, pourrait se retrouver 19e si on ne bat pas Reims. Et Reims, ça va pas être facile, hein, parce que Reims, c'est une équipe qui défend très 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 bien. Ensuite, on a Bordeaux. Bordeaux qui était complètement fichu. Donc si Bordeaux gagne, on a toujours 4 points d'avance, il ne repasse pas devant. Et Bordeaux qui affronte Lorient. Donc c'est pareil. Vous voyez, on gagnait. Bordeaux qui jouait ça qui n'avait plus rien à jouer. Mais bon, je pense qu'ils auraient quand même pu faire du mal à Lorient parce que les supporters de Bordeaux, c'est qu'ils sont amis avec les supporters de Saint-Etienne. Donc je prie pour qu'ils les auraient vraiment encouragés pour nous aider. Mais en tout cas, Bordeaux qui aurait pu être en difficulté Bordeaux qui aurait pu mettre en difficulté Lorient. Et là, on aurait pu repasser devant Lorient. Donc les Bordelais qui affrontent Lorient. Ensuite, on a Clermont qui affronte Strasbourg. Donc ça va être très très difficile pour eux. Parce que Strasbourg, c'est une équipe qui joue également l'Europe. On a 3 qui est maintenu. Hein, parce que si on regarde les différences de but, attention.
3, moins 14, Saint-Etienne, moins 34. Faut qu'il y ait un écart de 20 buts là en 2 matchs, c'est bon. Donc Angers et 3, ces deux équipes ont assuré leur maintien et Clermont n'en est vraiment pas loin, hein. Si Clermont fait match nul, ça y est, c'est assuré, hein. De toute façon, ouais, je pense même que pour Clermont, c'est quasiment fait, hein. La 19e et la 20e place, on pourrait bien se retrouver l'année prochaine avec Bordeaux 20e et Saint-Etienne 19e et ces deux clubs historiques qui descendront en Ligue 2, hein. Ce serait quand même incroyable. Déjà, un maintien qui joue avec si peu de points, je pense que c'est très rare, hein. J'ai pas regardé les dernières années, mais ça n'arrive pas souvent, hein. Et ça pourrait bien arriver cette année. Donc voilà, cette lutte pour le maintien, elle n'est pas du tout faite. On en reparlera plus longuement peut-être dans l'avant-match demain. Mais on voit qu'après cette défaite, Saint-Etienne qui se met clairement mal, alors qu'on avait ce match en main, et si on gagnait, on se mettait bien, et on était quasiment assuré de jouer cette place de barragiste, et même viser mieux. En tout cas, le stade Geoffroy Guichard sera à huis clos samedi. Malheureusement, le CNOSF a rejeté la demande de Saint-Etienne qui avait fait appel, et du coup, ce stade Geoffroy Guichard, il sera à huis clos. On dirait que c'est fait exprès de nous l'annoncer 2 jours avant. De toute façon, on s'en doutait. Pour que Saint-Etienne retrouve du public, c'était compliqué. Je veux parler 2 secondes comme de ce qui s'est passé à Nice là, avec Emiliano Sala. Franchement, c'est inadmissible, hein, d'avoir de tels propos dans un stade de foot. Christophe Galtier qui a été très lucide en fin de match. Je ne vais pas m'étaler plus longuement là-dessus, mais j'espère qu'il y aura des sanctions qui vont être prises contre les supporters niçois. Parce que je crois qu'ils rejouent à domicile samedi contre Lille. J'espère que le stade il sera à huis clos, hein, parce que c'est plus grave quand même que ce qui s'est passé à Saint-Etienne, où l'anniversaire a été fêté, hein. Saint-Etienne, il n'y a pas eu, il y a rien eu de grave de dit, mais là, c'est des propos qui sont totalement honteux. Les supporters niçois qui sont tombés sur Emiliano Sala, sur Madame Frappard. Non, franchement, c'est inadmissible ce qui s'est passé en tribune du côté de Nice. Donc bien sûr, je pense que tout le monde doit condamner ces propos, et d'autant plus les supporters niçois qui étaient au stade et qui n'ont pas chanté cela. Et tous les supporters niçois, je pense que la plupart ne sont pas d'accord. Encore une fois, c'est quelques personnes qui décrédibilisent tout un groupe, tout le monde. Mais apparemment, c'est même le capot du groupe qui a entonné ça. Mais il y avait quand même du bruit, hein, parce qu'il n'y en a pas que un qui a chanté ça. On l'entendait à la télé. J'ai pas compris ce qu'ils disaient au départ, sans voyant ensuite ce qu'ils ont dit que j'y ai su. Mais il y avait quand même du monde qui chantait ça. Donc franchement, c'est des propos qui sont totalement inadmissibles. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Elle est un peu longue, je suis désolé, mais j'avais des choses à dire. C'est pour ça que j'ai attendu un petit peu avant de faire ce débrief. Attendu la conférence de presse de Pascal Duprat. Ah oui, et puis il y a Odile Aouchiche aussi qui s'est exprimé, c'était lunaire, hier soir, après cette rencontre, en disant qu'on jouait bien, qu'on n'avait pas de chance. Franchement, non mais ils réalisent pas ce qui se passe, j'ai l'impression, les joueurs. Ça me met hors de moi. Et puis, un club en train de couler, si des personnes comme Robert Herbin, comme Roger Rocher voyaient ce qui se passe à Saint-Etienne en ce moment, et franchement, ils seraient en train d'halluciner, de pleurer. Franchement, là, ça me met hors de moi. J'ai bien peur qu'on soit en Ligue de l'année prochaine, et ce serait amplement mérité, hein, parce que se maintenir avec 31 points, je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À demain, passez quand même une bonne soirée et allez les Verts.